D'habitude, je commence par quelque chose qu'il ne faut pas faire en coutellerie. Aujourd'hui, je vais juste plutôt vous donner un conseil quand vous choisissez un couteau en acier inoxydable, donc de la gamme 440. Veillez bien la plupart du temps à prendre du 440C. Et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, quatrième vidéo de la série Mac pour métallurgie des aciers en coutellerie. Et aujourd'hui, le sujet porte sur les aciers inoxydables. Donc on a vu sur la série de vidéos quand même que j'étais très porté sur les aciers au carbone. Et forcément, quand même, vous ne pouvez pas faire une playlist de vidéos sur la coutellerie sans forcément aborder la gamme des aciers inoxydables. Donc déjà, pour comprendre cette vidéo, malheureusement, elle suit un ordre chronologique avec les anciennes vidéos. Donc je vous conseille d'aller voir les anciennes vidéos pour comprendre cette nouvelle vidéo sur l'acier inoxydable, ou au moins aller voir la vidéo Mac numéro 2 qui aborde un petit peu les notions donc, de phase qu'on va reprendre ici dans cette vidéo. Alors le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de présenter la gamme des aciers inoxydables et plus particulièrement la plus vendue qui est celle des 440. Et pour ce faire, j'ai amené donc un des seuls aciers et couteaux inoxydables que j'ai dans ma collection, donc qui est un petit couteau pliant de la marque Lion Steel en acier 440C. Et aujourd'hui, on va se focaliser principalement sur cet alliage qui, à mon avis, est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir sur les aciers inoxydables, même si forcément il existe de bien meilleurs, mais malheureusement beaucoup trop chers. Ces aciers sont complexes à mettre en œuvre. Vous allez voir que les phases en présence en fait ne permettent pas forcément d'aboutir à toutes les bonnes propriétés qu'on en souhaite. Et c'est pour ça que en règle générale, les aciers au carbone auront de meilleurs atouts dans la coutellerie. Sauf que, forcément, on l'a vu dans la dernière vidéo, les aciers au carbone ont une très mauvaise performance devant les phénomènes donc de corrosion. Et donc on a dû à un moment donné remédier à ça dans les aciers en ajoutant certains éléments. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors on va partir de ce petit schéma que j'aime beaucoup en fait parce qu'il représente l'arborescence des aciers inoxydables, et surtout il met en avant quand même que le fer carbone, donc des aciers au carbone, sont vraiment quand même la base des aciers qu'on a d'abord produits, et ensuite donc on a petit à petit enrichi en éléments principaux qui sont le chrome, le molybdène et le nickel pour former de nouveaux alliages qu'on a appelés donc alliages inoxydables, puisqu'ils permettaient de résister un peu mieux à la corrosion. On parle d'acier inoxydable à partir d'une teneur en chrome au-delà de 13%. Et ensuite, on peut donc classer les aciers inoxydables en 5 parties qui sont donc appelées en fonction des phases qu'on va vraiment retrouver. Donc les aciers martensitiques, ferritiques, austénitiques, un autre austénitique, et après les duplex. Alors rappelez-vous, sur l'acier au carbone, on avait dit que la phase qui vraiment durcissait l'acier, c'était la phase martensite. Et donc aujourd'hui, en coutellerie, les aciers principalement utilisés sont les aciers qu'on appelle martensitiques, qui, malgré la présence de chrome, on va le voir tout à l'heure, permettent donc de générer après trempe de la martensite pour aussi avoir un aspect relativement dur de la lame, pour après bien sûr faire un revenu, adoucir un petit peu la dureté et augmenter un peu plus aussi la ductilité du métal. Donc dans cette vidéo, je vais m'intéresser qu'aux aciers martensitiques qui donc, comme la concentration ici on le voit, ont des teneurs en chrome de 13 à 18%. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux alliages qui présentent du fer et du chrome entre 13 et 18%. Et aussi principalement donc l'élément qui va nous aider à augmenter la dureté, c'est le carbone. Donc ici on va parler d'alliage de fer, de chrome et de carbone qui vont donc réaliser ensuite les aciers inoxydables pour la coutellerie. Alors je vais maintenant passer à ce diagramme qui est en fait le diagramme du fer chrome, qui ressemble un petit peu au diagramme fer carbone que vous avez présenté dans notre vidéo, hein. C'est-à-dire que on voit toujours donc en abscisse ici donc la teneur en chrome qui s'accentue en allant vers la droite, et ici sur les ordonnées donc la température, donc là ici de 300 jusqu'à 1900 degrés.
Donc vous vous souvenez, hein, on s'intéresse plutôt aux basses concentrations, hein, donc entre 10 et 20% de chrome. Et là, on retrouve les phases qu'on voyait sur le diagramme fer-carbone, à savoir la phase alpha qui est la ferrite, et la phase gamma qui est l'austénite. Et rappelez-vous bien que pour créer la phase martensitique, donc la phase qui durcit votre métal, il faut chauffer votre métal pour arriver à une phase austénitique. Donc c'est une phase cubique face centrée, hein, c'est un cristal cubique face centrée qui va permettre d'absorber les atomes de carbone d'une certaine manière. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, une fois qu'on part de cette phase et qu'on refroidit très rapidement, donc avec de l'huile ou avec de l'eau typiquement, on a ce qu'on appelle donc une phase martensitique qui, elle, va générer la dureté de notre métal. Et donc, on voit bien que entre 0 et 13,4% exactement, on peut générer de l'austénite, donc du fer gamma, pour générer ensuite de la martensite quand on fait une trempe. Le problème, c'est que si on s'intéresse à ce diagramme, on voit que si on dépasse les 13,4%, on est dans un domaine alpha à haute température. Et donc, au-delà de 13,4%, si on trempe notre alliage à base de fer et de chrome uniquement à 1100 degrés par exemple, on n'obtient pas de phase martensitique. Donc on n'a pas un alliage qui peut être utilisé pour la coutellerie. Donc là on peut se poser quelques questions, on peut se dire mais comment on fait et en fait ce diagramme est assez incomplet parce que c'est un diagramme binaire, fer-chrome. Or je vous l'ai dit, dans notre alliage, il n'y a pas que du fer et du chrome, il y a aussi du carbone. Et donc maintenant, je vais m'intéresser un peu plus à cette zone, d'accord? Je vais essayer de zoomer et je vous amène ici maintenant le zoom avec toujours donc en abscisse la teneur en chrome et en ordonnée la température. Ça donc c'est l'équivalent de la première courbe qu'on voyait ici pour 0% de carbone. Et vous voyez que quand vous rajoutez ensuite un petit peu de carbone, donc ici 0,25 et 0,3, on translate notre domaine d'existence de la phase austénitique vers la droite. Et en fait, on peut toujours avoir de l'austénite à des concentrations en chrome assez élevées, entre 10 donc, et 25%, parce qu'on a rajouté des éléments comme le carbone. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est des choses relativement complexes scientifiquement ce qui se passe. Le carbone agit sur des phénomènes de solubilité, sur des choses qui font qu'on peut étendre donc le domaine austénitique. Si bien que, en fait, quand vous avez un alliage inoxydable de fer et de chrome, grâce à l'ajout de carbone, c'est très intéressant parce qu'en fait on peut encore avoir un acier donc martensitique, un alliage martensitique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le tremper à partir de domaine austénitique à haute température, jusqu'à donc réaliser de la martensite. Mais vous comprenez bien que, par contre, si mon alliage en question ici, celui-là, n'avait pas de carbone, donc celui-là il est environ à 18% de chrome, hein, cet alliage en 440C, s'il n'avait pas de carbone, je ne pourrais pas faire un couteau, en fait, parce que je ne pourrais pas faire la martensite. Mais donc là, comme il y a du carbone, on va pouvoir avoir une phase bien dure à la suite de la trempe. Bien, maintenant je rentre un peu plus dans les aciers martensitiques, composé donc aussi de carbone. On peut les classer en trois. Il est lourd ce schéma, mais vous allez voir, il est très simple. Hein. C'est juste qu'on va surtout s'intéresser à cette partie à droite, parce qu'en gros, les aciers en coutellerie vont avoir une concentration en carbone supérieure à 0,5%. Donc on peut classer les aciers martensitiques en trois, en fonction de la teneur en carbone. Et le 440C ici correspond à cette dénomination, donc X105 CrMO17, ou communément appelé le 440C. Voilà, c'est juste un petit rappel. Donc maintenant, je vais revenir sur mon acier martensitique 440C, essayer de répondre à quelques questions. Donc déjà savoir pourquoi cet acier est inoxydable. On va essayer de répondre à tout ça. Et ensuite, donc est-ce que cette lame est une bonne lame déjà par rapport donc aux 4 critères que j'ai déjà exposés précédemment, à savoir donc le tranchant, la tenue du tranchant, l'inoxydabilité, donc ça on vient déjà d'y répondre, et aussi la facilité d'affûtage. Et ça maintenant donc on va pouvoir y répondre grâce aux composants qui intègrent donc l'alliage 440C. Donc si je vais le chercher, alors c'est un
un peu lourd ce schéma, mais c'est pas grave. L'acier 440C, il est ici dans cette ligne, je sais pas si on voit très bien. Alors il est composé entre 0,95% de carbone et 1,20%. Et ensuite, il est entre 16 et 18% de chrome. Donc ça, c'est relativement important. Alors, comment le chrome agit? Déjà, il faut savoir que, quoi qu'il arrive, à la surface de votre lame, il se forme ce qu'on appelle donc la chromine Cr2O3. C'est-à-dire que c'est une couche passivante qui va rendre votre métal inerte aux attaques à l'eau. Mais pas à n'importe quel acide, par contre, faites gaffe. Les chlorides, par exemple, c'est une chose. Donc, l'eau de javel, par exemple, sur un acier inoxydable, ça va quand même bien le tâcher. D'ailleurs, en anglais, au fait, acier inoxydable, on dit stainless, donc sans tache, parce qu'à la base, effectivement, ça ne rouille pas. Pourquoi l'acier au carbone rouille? Parce qu'en fait, donc, ce qui le revient en surface, donc c'est du fer principalement. Et quand il rouille, il crée un oxyde de fer rouge. C'est pour ça que vous voyez un peu après cet aspect rougeâtre sur la lame en carbone. Alors qu'ici, donc, il y a l'oxyde de chrome qui lui est passif, neutre, vis-à-vis donc des phénomènes de corrosion. Alors, le chrome est intéressant pour cela. Néanmoins, on va le voir, cet élément pénalise certaines propriétés de votre métal. Donc déjà, ça, on l'a dit, c'est un alliage qui résiste très bien à la corrosion. Maintenant, on va se focaliser sur ce schéma, donc qui représente en gros un schéma en fonction ici de l'acier, donc composé environ à 17% de chrome. Ça tombe bien, hein, mon acier 440C est quasiment à cette teneur. Ici en fonction de la température et en fonction du pourcentage en bas de carbone. Donc on va aller quasiment à 1%, hein, d'accord, puisque c'est mon acier 440C. Et vous voyez les phases qui se créent quand on le monte en température. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, là, c'est une phase qui s'appelle delta. Ce qui est important, juste, c'est ce que vous voyez, là, c'est le C1 plus C2. Ça, c'est ce qu'on appelle des carbures. Alors, quand on met du chrome et du carbone dans ces aciers, il faut savoir déjà aussi que le chrome et le carbone ont une grosse affinité chimique. C'est-à-dire qu'ils s'attirent entre eux, tout simplement, et qui vont pouvoir former des carbures de chrome. Et ça, ben en fait, on ne le maîtrise pas très bien durant les montées en température. Et les carbures de chrome, c'est assez néfaste, on va dire, pour nous en coutellerie en tout cas, parce que les carbures de chrome vont avoir tendance déjà à fragiliser votre lame. Et surtout, si le chrome et le carbone sont consommés pour faire ces carbures, et bien forcément, le carbone qui était dédié, lui, au contraire, à créer plutôt la phase dure, il va en manquer. Et le chrome qui, lui, était dédié à créer les phases donc, plutôt à la passivation de votre métal, il va en manquer. Donc ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on a des carbures de chrome, il va se créer ce qu'on appelle des déplétions. Donc c'est un manque en carbone et en chrome dans votre alliage. Et donc vous aurez potentiellement un acier avec pourtant les bonnes teneurs en carbone et en chrome, mais un acier qui sera pas très dur et même potentiellement qui va pas être super bien au niveau de la corrosion. C'est pour ça que là on le voit donc à cause de ces phases là, C1, C2, durant les traitements thermiques, c'est très important de maîtriser le traitement thermique de votre alliage. Et donc le problème c'est que en fonction des différents constructeurs de couteaux, mis à part le fait qu'ils ont les mêmes apports de métaux, c'est-à-dire que c'est le même alliage qu'ils vont avoir, ben, les traitements thermiques ils vont pas le maîtriser aussi bien d'un constructeur à l'autre. Et c'est ça en fait le problème des aciers 440. Et que si quelqu'un ne maîtrise pas très bien d'un point de vue métallurgique la montée en température et le temps, il va générer trop de carbure, par exemple, lors du revenu, hein, typiquement. Et donc on va avoir pourtant un acier 440C qui est censé être très très bien, qui sera potentiellement très mauvais. Donc là je vulgarise beaucoup ce schéma quand même, ceux qui se connaissent bien en métallurgie devraient me taper dessus. Hein. Mais en gros voilà, c'est très important de bien maîtriser la trempe et le revenu sur ces alliages là, sinon vous pouvez avoir un très mauvais couteau
Et bien souvent, ça arrive que vous pouvez acheter un acier 440C qui en fait est relativement mauvais, alors qu'au contraire, un acier au carbone est quand même très compliqué à louper en termes de traitement thermique. Alors maintenant, on va répondre aux questions par rapport aux critères donc, de la lame. Alors, est-ce que les aciers 440C peuvent avoir un bon tranchant? La réponse est clairement oui, encore une fois, si bien sûr le traitement thermique est bien réalisé. Parce qu'en gros, donc, pour rappel, il faut des phases relativement petites, d'accord? Et les carbures de chrome peuvent être relativement gros. Donc si le traitement thermique est mal maîtrisé, on peut avoir, on va dire, des phases relativement épaisses et des carbures de chrome au joint de grain qui vont empêcher d'avoir un tranchant relativement intéressant. Deuxième question, c'est la tenue du tranchant. Donc pour rappel, la tenue du tranchant, c'est quand même la dureté qui confère à la tenue du tranchant. Donc là, je vais aller voir sur ma fiche technique, tout simplement, de cet acier-là. Donc l'acier 440C, qui est appelé aussi donc, avec cette dénomination. Donc carbone, 1%, chrome 17%, voilà. Je fais donc ce qui est imposé au niveau de la trempe. Donc chauffage à 1020 entre 1050 degrés, trempe à l'huile, et ensuite le revenu. Donc là sur cette courbe, on voit l'évolution de la dureté en HRC en fonction de la température. On voit que on peut arriver quand même à des duretés relativement élevées sur l'alliage 440C. Alors pas 60 quand même, parce que ça 60 c'est l'état juste après trempe, hein, quasiment. Donc il faut quand même détensionner un peu votre matériau, sinon il est complètement cassant. Ça on l'a dit dans une autre vidéo. Donc en règle générale, on va dire la dureté que vous obtiendrez sur ce genre de couteau sera aux alentours de 57 à 58 HRC, ce qui est très honorable pour un acier inoxydable de ce genre. Alors ça peut être en dessous de certains aciers carbone, mais 58 HRC, ça fera très bien un job pour un couteau donc, dans l'usage de tous les jours. Donc deuxième question, est-ce que la tenue tranchant est bon? Oui, encore une fois, si le revenu est bien maîtrisé. Vous avez vu que le revenu est un peu complexe, hein, là où au contraire dans le carbone c'était relativement simple. Là ça monte, ça descend. Alors, voilà, je peux expliquer un peu pourquoi, c'est juste quand vous remontez ici dans certaines températures, vous générez des carbures en fait qui eux vont aussi pouvoir durcir votre métal. Et donc vous voyez que quand même c'est relativement complexe comme traitement thermique à ce niveau-là, quoi. Donc voilà pour cette question. Ensuite, qu'est-ce qui nous manquait? Facilité d'affûtage. Alors oui, les aciers 440C s'affûtent très très bien. Ça on l'avait dit, c'est par rapport vraiment au type de maille cristalline. Sauf si par contre ils ont des carbures. S'ils ont des carbures au joint de grain, vous aurez du mal à bien affûter votre lame parce qu'en fait, on le rappelle donc, quand vous affûtez, vous cassez vos grains et vous les polissez. Et si vous avez des gros carbures au joint de grain, en fait, ça va morceler un peu votre alliage quand vous allez le polir, l'affûter. Hein. Quand je dis polissage, c'est affûtage pour moi, c'est pareil. Et donc forcément, vous aurez après un aspect rugueux sur votre fil de lame potentiellement, si encore une fois, vous avez généré ces carbures qui sont donc pénalisants pour nous en coutellerie. Allez, maintenant je finis cette vidéo donc par le petit conseil que je vous ai donné en entrée de vidéo. Pourquoi choisir un acier 440 avec donc la petite lettre C à la fin? Parce que si on prend par exemple donc ici sur ce petit schéma les aciers 420, alors on voit qu'il y a A, B, C. En fait, si je vais sur la gauche, ce qui change quand vous passez de A à B, C, c'est la concentration en carbone. Et donc en fait, le C, ça sera pour la concentration en carbone la plus élevée. Et donc, faites gaffe, aujourd'hui, il y a certains constructeurs qui mettent acier 440 directement sur leur lame. Et nous, on pense qu'on a affaire à un super couteau parce qu'on a vu qu'il y avait des bons couteaux en acier 440C. Et donc, ils font un petit peu l'impasse. Ils ne mettent pas de A, hein, d'accord? Ils ne mettent pas 440A. S'ils le mettent, au contraire, c'est vraiment qu'ils sont très honnêtes. Mais en général, ils mettent 440 et on pense qu'on a un bon couteau donc en 440C. Mais bien souvent, quand vous achetez un couteau qui est marqué 440, c'est quasiment sûr que c'est vraiment un acier faiblement allié en carbone. Et donc, on l'a dit, hein, si c'est faiblement allié en carbone,
la dureté sera vraiment inférieure. Donc vous serez plutôt aux alentours des 56 HRC. Donc là, la tenue tranchant dans le temps, je vous laisse imaginer, ça sera relativement inférieur à un acier 440C. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je ne vais pas dire que j'ai fait le tour sur les vidéos que je souhaitais faire sur la série Mac, je pense que j'en ferai d'autres. Mais on a déjà commencé à bien dégrossir les aciers au carbone et les aciers inoxydables, sachant qu'il y a une flopée d'aciers inoxydables quand même. Il y a de très bons aciers inoxydables avec beaucoup plus d'éléments. Mais si je voulais rentrer dans les détails, les schémas là, qui me semblent déjà complexes, en fait les schémas qu'il faudrait présenter sont beaucoup plus complexes. Donc je pense que je vais faire d'autres vidéos, on verra ensuite sur quelle thématique. Mais au moins déjà vous avez quelques conseils sur donc, les aciers au carbone et les aciers inoxydables. Sachant que vous l'aurez compris, je suis quand même un gros adepte des aciers au carbone. Mais vous pouvez très bien aussi avoir de bons couteaux en acier inoxydable si et seulement si le traitement thermique est très bien réalisé. Et là malheureusement, il faut avoir un bon ingénieur métallurgiste. Et tous les artisans couteliers ou les grands coutelleries ne l'ont pas forcément. Et c'est là qu'est donc tout le savoir-faire. Sur ce, bonne recherche d'un bon couteau et à bientôt pour une prochaine vidéo.